Et bonjour à tous, bienvenue sur cette matinale de Pour Info. Je vais baisser la musique. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper content à l'idée de vous montrer mon nouveau setup. J'espère que ça va nous permettre de faire des super matinales, des super lives. Vous allez voir ça tout de suite. Je vérifie que tout va bien. Est-ce que je suis peut-être un peu fort, non, au niveau sonore? On devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Laissez-moi 2 minutes pour vérifier que les bots marchent bien sur Twitch. Je pense qu'il y a une petite erreur. Et laissez-moi 2 secondes pour corriger tout ça. C'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Salut Codesk, bienvenue. C'est nickel. Ouais, je vous vois sur YouTube. Je vois pas le chat sur Twitch par contre. Donc donnez-moi 2 secondes. Hop. Et pendant ce temps-là, vous savez quoi? Je vais vous montrer le setup de l'infini que j'ai fini d'installer hier soir. Attendez, attention, attention les yeux. C'est parti, on va prendre un peu de hauteur. Non, il veut pas. Let's go. Et oui. Et oui, incroyable. J'ai maintenant un bureau où je vais pouvoir streamer debout. Incroyable. Alors, est-ce que j'ai résolu mon problème sur Twitch? Hop. Donnez-moi un instant. On va voir si ça marche. Impec, salut Tonio, salut Decan, salut Wedgie. Y'a quoi? Bah on est là, hein. Salut Zerk, salut Tonio. On va commencer tranquillement. Hop. On va commencer... Ah, j'avais fait un grand bazar dans mon OBS la dernière fois, comme j'étais pas chez moi. Hop. On va commencer tranquillement par les petites actualités. On est le 16 janvier et c'est l'anniversaire de Wikipédia, qui a 22 ans. On peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. 22 ans, et il est temps que Wikipédia sache ce qu'elle veut faire de la vie, de sa vie. Et c'est l'âge, paraît-il, de raison. J'en sais rien, je dis ça comme ça. On lui souhaite en tout cas un très bon anniversaire. Je dis n'importe quoi. Est-ce que ça marche? Salut Wakid. Et toutes ses dents. Ouais. Bon, bah je vais garder le chat habituel. Je vais pas utiliser le chat de mon outil de bot. Et j'ai l'impression que l'outil de bot marche pas avec Twitch. J'essaierai de regarder plus précisément ce qui se passe. N'hésitez pas à utiliser les commandes. Je crois que sur YouTube ça devrait marcher. Et on devrait avoir de temps en temps, et on devrait voir du coup les titres qui sont accessibles via les commandes sur YouTube. Salut Chaos, bienvenue. Bienvenue. Je fais un peu la pub, mais donc il y a Chaos et Wakid qui sont tous les deux des créateurs de contenu qui sont dans le chat. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Chaos plutôt sur Twitch, mais a aussi une chaîne YouTube. Pas mal de Hack the Box, et puis aussi tous les dimanches soirs, soit une box, soit une petite discussion sur le thème du hacking, en jouant à Sea of Thieves. Tu me dis si je dis des bêtises. Et Wakid, qui est très connu sur le YouTube Game francophone. C'est un
C'est un créateur de contenu sur YouTube et je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Notamment aussi, petite pub, il fait un court-métrage qui va arriver le 28 janvier, s'il me semble. Voilà. Petite pub pour les autres créateurs de contenu. On est là pour ça. Ok. Tu as tout à fait raison, Izerk. Je suis passé à 8h30, je vais faire un sondage bientôt. Je suis passé à 8h30 parce qu'on a dit que 8h c'était trop tôt. Et donc on doit retenir 8h30 pour l'instant. J'ai changé normalement sur la vignette, mais effectivement pas dans mes slides. Et Chaos nous dit on a tous hâte que le court-métrage arrive. Et oui, c'est vrai. Merci pour la pub, ben on est là. On est là. Alors, je vous propose de parler de quelques petits sujets. Cette semaine, on n'a pas de grosses news. Mais on a plein de petites news, et notamment plein de choses marrantes. Donc je vous propose d'aller explorer un peu tout ça. Il y a beaucoup de choses. Plus j'avance dans les matinales, plus il y a de contenu. Donc forcément, on ne pourra pas tout traiter. Donc ce que je vous propose, c'est de parler de tous les sujets. D'abord, on les présente tous comme ça. Et puis après, on va revenir sur ceux qui nous intéressent le plus. Moi, j'ai déjà une petite sélection des articles qui m'intéressent le plus. Et donc, je vais vous proposer. Mais n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous voudriez voir. Alors, dans la une, Royal Mail attaqué par un affilié de Logbit 3.0. Alors, Royal Mail, c'est la poste anglaise, et donc le fait qu'elle soit attaquée par un ransomware, ça fait des impacts énormes sur tout le pays. En fait, c'est quasiment assimilable à un acte de guerre, parce que ça coince une infrastructure qui est quand même importante pour un pays. Et là, il s'agit d'un affilié de Logbit 3.0, donc pas exactement Logbit, mais plutôt quelqu'un qui a un lien avec eux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le code source du ransomware de Logbit avait fuité. Et donc en fait, n'importe qui est capable de pénétrer dans un réseau peut réutiliser ce code source pour bloquer une organisation comme Royal Mail. Une exécution de code dans les JWT. Les JWT, c'est les jetons de session qui sont utilisés, en gros, qui sont utilisés via JavaScript dans votre navigateur. C'est un peu plus moderne que les cookies, donc c'est très utilisé. Et là, il y a des chercheurs qui ont réussi à faire une exécution de code sur le serveur qui gère les JWT en insérant des données dans ces jetons de session. On va parler aussi du patch Tuesday de janvier, qui est une grosse nouvelle, mais il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a un certain nombre de vulnérabilités critiques qui ont été corrigées par Windows, par Microsoft. Il y a aussi d'autres boîtes qui font leur patch Tuesday en même temps, typiquement Adobe, il me semble Cisco aussi, donc il y a plein de boîtes qui ont fait un gros ensemble de corrections. On va parler de Fortinet. Fortinet est exploité par des États, par des acteurs étatiques. Donc Fortinet, on en avait parlé la semaine dernière. C'est une vulnérabilité qui est dans les VPN Fortinet. Et donc évidemment, vulnérabilité dans les VPN, je vous avais dit à l'époque, VPN, super grave, parce que ça peut permettre de mettre un pied dans le réseau. Et effectivement, là on voit que c'est grave et que c'est très utilisé par des acteurs très sophistiqués. Enfin, on va parler un petit peu de la fin du support pour Windows 7. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? À quel point ça va impacter les organisations les plus fragiles qui n'ont pas forcément de quoi changer et se mettre à jour vers des systèmes plus modernes. Et voilà. Je vous rajoute aussi quelques histoires assez marrantes. Notamment, je vous ai trouvé la licence la plus agressive du monde. On va en parler pour un package NPM. Voilà, je vous propose de faire le tour des titres. Ils sont tous récupérables dans le chat, en tout cas sur YouTube. Sur Twitch, je suis désolé, j'ai l'impression que ça marche pas aujourd'hui. Le problème, c'est que je peux pas tester avec ce compte-là. Donc, sinon, ça fait des choses bizarres, donc je débuggerai en temps et en heure. Les news, Royal Mail attaqué, donc je vous ai dit, Fortinet VPN exploité par des TA, ça veut dire Threat Actors, donc des attaquants étatiques. Il y a NoName 05716 qui est un nouveau groupe d'attaquants russophones. Et non, ça marche pas. Bah ouais, je suis désolé. Je peux pas utiliser, pour la petite histoire, je peux pas utiliser Nightbot ou ce genre de choses parce que je stream sur les deux plateformes en même temps. Et même potentiellement, on pourrait imaginer de streamer aussi sur Twitter. Et donc j'ai redéveloppé un truc. L'avantage, c'est que je le maîtrise complètement. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Voilà.
mais on pourrait imaginer de rajouter des chats un peu marrants, des bots un peu marrants, par exemple, aller poser des questions à ChatGPT, par exemple. Ça pourrait être marrant. Je sais pas à quoi ça servirait, mais juste voilà, pour le lol. Turla, donc Turla, c'est un APT russe qui s'intéresse aux acteurs diplomatiques, par exemple. Turla, un truc assez marrant, c'est qu'ils sont mis à réutiliser une infrastructure de commande et de contrôle qui était vieille de 10 ans, qui servait à l'époque à distribuer des malwares, il me semble, Android. Et donc si ça vous intéresse, on va aller regarder un article, et je remercie Blaskin qui l'a proposé sur Discord. C'est lui qui m'a pointé l'article, et effectivement il est très intéressant. Dans les annonces, 3 annonces que je vois qui sont très importantes. Fin du support pour Windows 7, les buckets S3 chiffrés par défaut et Rust dans Chromium. Fin du support pour Windows 7, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont Windows 7, elles pourront plus avoir de mise à jour s'il y a une vulnérabilité ou un gros problème qui arrive sur Windows 7. Et on parle de Windows 7, mais il y a aussi ça concerne aussi l'équivalent en serveur. C'est évidemment très impactant pour les petites entreprises qui n'ont pas de quoi se mettre au niveau et mettre des choses plus sophistiquées. Plus récents, pardon. Les buckets S3, qu'est-ce que c'est? C'est sur Amazon. Quand vous utilisez le cloud d'Amazon, c'est un peu l'élément de cloud de base qui est du stockage de fichiers, d'objets. Et ça se fait dans des buckets S3. Et il y avait beaucoup de problèmes avec S3, beaucoup de problèmes de buckets laissés ouverts au monde entier. Et donc la semaine dernière, je vous parlais du fait qu'Amazon avait décidé de les mettre privés par défaut, ce qui est une excellente nouvelle, parce que c'était quand même une source très bête de fuite de données. Et là, ils ont dit qu'ils allaient chiffrer le contenu. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Maintenant, le problème, c'est que ça nécessite une gestion des clés qui n'est pas forcément évidente dans un environnement cloud, qui plus est potentiellement complexe. Donc le cloud, vous savez que c'est jamais la solution absolue. Là, c'est vachement bien qu'ils décident de chiffrer les buckets par défaut. Maintenant, il faut voir où sont les clés, comment on va pouvoir les gérer, et tout ça, ça va être quelque chose d'assez complexe à utiliser. Salut Saruman Lord. Sur Windows 7, c'est la fin du support ou des mises à jour de sécurité. Eh bien écoute, ça m'arrange très bien que tu poses la question, parce que comme ça on va clarifier ça tout de suite avec l'article. Peut-être je finis juste sur les différents titres et on va aller regarder ça. Si ça te va, Tonio. Rust arrive dans Chromium, je finis juste là-dessus. Rust arrive dans Chromium. Rust, c'est un langage qui est hyper populaire en ce moment, et pour une bonne raison, c'est qu'il a été pensé pour intégrer la sécurité de la mémoire par défaut. Donc c'est quelque chose de très intéressant. La sécurité de la mémoire, c'est pas tous les menaces, c'est pas l'ensemble des menaces, hein. Il faut voir les différents risques qu'il y a sur un programme qui utilise du Rust. En tout cas, sur tout ce qui touche la mémoire, c'était un gros facteur de risque sur des langages comme Java, par exemple. Et bien, Rust arrive dans Chromium. Le fait que Chromium va se mettre à utiliser une base d'un autre langage, comme JavaScript, potentiellement, ça va faire que ça va changer beaucoup de choses dans l'écosystème des vulnérabilités sur des sites web, parce que donc on aura d'autres manières d'interagir potentiellement avec un navigateur. Là, on n'y est pas encore. En fait, Chromium, pour l'instant, va supporter du Rust uniquement pour les librairies tierces, pour les bibliothèques tierces qui permettent de faire certaines choses, mais c'est pas tout. Izerk, est-ce que tu réponds à la question? La fin du support était en janvier 2020 de mémoire. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Ils ont continué pour les vulnérabilités importantes. Si on va voir l'article, mais de mémoire, en fait, c'est ce qu'on appelle le support étendu. C'est-à-dire que tu peux choisir de payer Microsoft pour avoir le support et les mises à jour plus longtemps. Et il me semble que c'est ça qui s'arrête aujourd'hui. Janvier 2021, je pense que maintenant c'est un raid définitif de mise à jour. Les utilisateurs ont 3 ans pour sortir ces machines upgradées. Ouais, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, Izerk. Je continue sur les news, les annonces
On a un article très intéressant du MagIT, je crois. Non, je crois que c'est une interview de quelqu'un de l'ANSSI ou d'un ministère qui dit qu'en fait, il y a moins d'enquêtes liées au ransomware en 2022 qu'il y en a eu en 2021. Tout ça n'est pas complètement surprenant parce qu'on a constaté quand même une baisse d'activité importante des ransomware, possiblement liée au conflit en Ukraine, mais on n'a pas forcément de quoi l'expliquer évidemment aussi précisément. Enfin, un petit drama autour de Threema. Threema qui est une messagerie une messagerie chiffrée comme les Signal ou Scred ou ce genre de messagerie. Et un petit drama parce qu'il y a des chercheurs qui ont publié des attaques qu'on pouvait faire contre le protocole de Threema, et Threema s'est défendu en disant non, ce protocole il est obsolète, on l'utilise plus. Et en fait potentiellement oui, en fait il est obsolète parce qu'ils ont utilisé les résultats des chercheurs, sans les citer, pour mettre à jour leur protocole. Voilà ce qui est reproché. Je ne connais pas bien le sujet, mais on peut aller voir les articles, si vous voulez, à ce sujet. S'il y en a qui utilisent la messagerie. Là, tout ce qui est un peu plus géopolitique, il y a une entreprise de spyware israélienne qui a été vendue au Bangladesh. J'ai pas beaucoup de place sur mes slides, donc j'utilise les acronymes des pays. Malte aussi a décidé d'arrêter un projet de caméra de surveillance Huawei. Vous savez que Huawei est notamment un grand fournisseur d'infrastructures réseau et d'objets connectés, et notamment le gouvernement chinois ayant beaucoup recours aux caméras de surveillance et à des systèmes centralisés de surveillance. Eh bien, Huawei est un fournisseur important, et là, il fait un projet avec Malte qui est un pays de l'Union Européenne. Forcément, tout cela pose des questions sur où sont les données, où est-ce qu'elles sont conservées, et quel usage va en faire Huawei. Au niveau de la sécurité des données, Twitter, je vous avais parlé la dernière fois d'une grosse fuite de données, d'une énorme fuite de données de Twitter. Évidemment, ils ont nié cette fuite de données en disant que tout ça, c'était que des informations publiques. C'est quelque chose qui est très simple de vérifier, mais qu'il est très simple de nier. Voilà, donc évidemment, ça surprend personne, je pense que Twitter nie tout ça. Une amende CNIL de 5 millions d'euros pour TikTok, pour non-respect du RGPD. Cette amende CNIL, elle est pas très importante, pour ne pas dire minuscule, parce qu'en fait c'est une amende qui porte uniquement sur le fait qu'on ne peut pas refuser les cookies sur le site web de TikTok. Je crois pas que qui que ce soit utilise le site web de TikTok, donc c'est pour ça que l'amende est aussi faible. En fait, on ne parle pas de l'application. Pour l'instant, peut-être que c'est un échauffement pour la CNIL de parler d'abord du site web avant de parler de l'application. Les vulnérabilités de la semaine. Là, il y a du moins. Il y a potentiellement une exécution de code dans les JWT. Je vous propose de lire cet article. Moi, c'est un article qui m'intéresse beaucoup, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je vous propose de le lire en live avec vous. Les JWT qui sont donc des jetons de session, donc c'est vraiment un outil de sécurité important, et potentiellement, c'est ça qui permettrait de pirater le serveur sur lequel est l'application web. Alors, je vous propose de lire l'article tout à l'heure, parce que moi j'ai pas exactement bien compris quelle était l'implémentation qui était vulnérable à cette injection de code. Le patch Tuesday de Microsoft, 11 vulnérabilités critiques, ce qui est très rare, c'est beaucoup. Assez rare, pardon. Une zero day, donc c'est-à-dire une vulnérabilité qui n'était pas connue de Microsoft et qui est déjà exploitée. Une autre vulnérabilité sur Webpanel qui est un outil très populaire de gestion des sites web, de gestion en interface graphique. Et cette vulnérabilité est activement exploitée, donc tout ça est très embêtant, parce que ça veut dire que si vous avez un site web avec Webpanel, et bien potentiellement, il y a déjà des hackers qui sont en train d'exploiter cette vulnérabilité. Des automates Siemens, on a trouvé des vulnérabilités importantes dessus. Pareil pour des routeurs Cisco, si ça vous intéresse, on ira voir les articles. Mais en tout cas, sachez que dans un environnement d'entreprise, si vous avez des automates, c'est-à-dire pour des systèmes d'industrie, et bien, si vous avez des automates Siemens, potentiellement, il y a des vulnérabilités importantes dessus
pareil si vous êtes des routeurs Cisco. Enfin, la chasse au package NPM malveillant sur cette semaine sur GitHub, il y en a eu 47. Voilà, c'est très gros. Et je pense que vraiment c'est un type de vulnérabilité qu'on va voir rester, qui sont là de plus en plus en ce moment. Les fuites de données, je voulais vous parler de Sweep Wizard. C'est une application de la police américaine. Et en gros, vous savez qu'aux États-Unis, c'est un pays fédéral, donc vous avez la police d'État et la police fédérale. Vous avez les services d'enquête de l'État et les services d'enquête fédéraux. Entre le FBI, la CIA, le shérif, c'est-à-dire le county, c'est-à-dire la circonscription, vous avez différents services d'État. Et en fait, lorsqu'ils font une enquête, ils essaient de se synchroniser, de synchroniser leurs raids, et ils font ça avec une application Android. Et cette application, ces données ont fuité. Si ça vous intéresse, on ira voir. Je voulais vous parler d'une autre fuite de données, qui est une fuite de données aussi de 2 entreprises de spyware, dont une qui est très connue, qui s'appelle Celebrite. Cette fuite de données, elle est un peu critiquée. Si ça vous intéresse, on ira voir en live exactement qu'est-ce qui a fuité. Parce qu'en fait, s'il y a une vraie fuite de données de Celebrite, de cette entreprise, c'est énorme, parce que Celebrite est utilisé partout dans le monde pour espionner des gens qui intéressent les États, donc c'est toujours des cibles très importantes, soit des contestataires de régimes autoritaires, soit il s'agit de cibles particulièrement intéressantes. Et donc, cette fuite de données est potentiellement très intéressante s'il y a des outils dedans, s'il y a des exploits qui sont nouveaux, qu'on ne connaissait pas. Mais je crois que ce n'est malheureusement pas le cas, que c'est juste dedans des outils que Celebrite mettait déjà à disposition. Donc, pas vraiment une news, en fait. C'est un peu une non-news, mais en même temps, big if true. Donc, potentiellement, on peut en parler si ça vous intéresse. Voilà pour toutes les actus. Je vous propose, vu qu'il y a une question, de commencer par les regarder l'histoire du support de Windows 7. Et puis après, je vous propose de parler un peu, de faire toutes les rubriques un peu absurdes, parce que j'en ai plein cette semaine. Il y a plein d'histoires absurdes qui sont sorties, donc on va pas se gêner. Hop. Microsoft. Hop, on va y arriver. Alors, c'est exactement ce que disait Izerk, donc bien joué à toi. Le support pour Windows 7 s'est terminé le 14 janvier 2020. Et en fait, ils ont une politique de mise à jour qui permet aux utilisateurs qui ont une licence Microsoft 365 de continuer à utiliser leur matériel. Et là, ils disent en gros, si vous avez Microsoft 365 sur Windows 7, et ben maintenant il est temps de bouger. On va pas, cette licence-là ne va plus vous permettre d'utiliser Windows 7, parce que nous on va supporter des applications qui vont moins bien tourner avec. Vous avez le bot qui tourne en fond. N'hésitez pas à me dire s'il revient trop souvent et si ça vous casse les oreilles et des yeux dans le chat. Donc, ils expliquent comment mettre à jour vers Windows 7. Alors, on peut critiquer beaucoup de choses chez Microsoft. Ils sont quand même très rétrocompatibles. Autrement dit, si vous utilisez un vieux système, eh bien les applications souvent vont... vous allez pouvoir faire tourner une vieille application sur n'importe quel système. Typiquement, un vieux Netscape, vous allez pouvoir le faire tourner sur Windows 11. C'est assez impressionnant, niveau rétrocompatibilité. Par contre, là, ils vous disent il faut que vous changiez vers Windows 11. Sauf que Windows 11, les contraintes mises par Microsoft pour utiliser Windows 11 sont énormes. Donc en fait, ça vous force à racheter de facto un nouveau PC. Ils vous disent,
Vous pouvez updater gratuitement vers Windows 11. Oui, mais en fait non, parce qu'en fait votre PC va pas tourner sur Windows 11. Il faut un PC beaucoup plus costaud. Et en plus, il y a des contraintes un peu absurdes, comme par exemple une TPM 2.0. C'est une puce spéciale. Donc il y a un côté un peu, évidemment, il force à... Ce qui est un peu scandaleux, parce qu'on connaît l'état de la crise environnementale actuelle. C'est un peu scandaleux de pousser à racheter du nouveau hardware. Mais évidemment, c'est le business de Microsoft. Parce que quand vous rachetez un nouvel ordi, vous repayez pour Windows. Chaos dit, oui, il y a peu de chances qu'un ordi Windows 7 passe sur Windows 11. Voilà, je n'y crois pas beaucoup non plus. Avant de prendre des articles plus sérieux, parce qu'il est quand même déjà 9h, vu que j'étais un peu en retard, je vous propose de prendre 2-3 les petites rubriques habituelles. Est-ce qu'il y a eu des échanges de crypto-monnaies qui ont été piratés cette semaine? Non. Non. Pour une fois, il n'y a pas eu d'échange de crypto-monnaies piratés cette semaine. Une fois n'est pas coutume, tout va bien. Dans les mêmes de la semaine, voilà, on a Clément Cannon qui nous dit qu'il essaye de comprendre comment ça marche l'accès à la mémoire en C et qui demande si quelqu'un a des pointeurs à lui donner. Voilà. Moi, je trouve cette blague très, très marrante. C'est exactement le genre de jeu de mots que j'aurais pu faire. Pour une fois, ouais. Donc pour ceux qui vont pas forcément à la blague, on sait, la mémoire se gère avec des pointeurs c'est-à-dire c'est une structure qui ne contient pas de mémoire, qui contient uniquement une adresse en mémoire, et donc ça permet de faire des tas de structures très sophistiquées en disant où aller chercher en mémoire l'information. Voilà. Ça fait que le C est en essence et de facto assez insécure. Je vous montre cette photo, prise dans un hôtel. On dit attention à nos invités, à nos... comment on pourrait traduire guests, à nos visiteurs. S'il vous plaît, soyez au courant, faites bien attention à ne pas connecter un ordinateur à cette télévision avec le câble HDMI. Si vous le faites, ça va faire en sorte que tout le réseau de l'hôtel va se crasher. On va vous demander juste d'utiliser donc Chromecast et on s'excuse pour le désagrément. Si vous voyez ça, comment vous devez vous dire, mais comment est-ce que le réseau de l'hôtel est fait? D'ailleurs, c'est Chaos qui il me semble, c'est toi qui racontais sur Twitter que tu vas toujours dans un hôtel, tu vas souvent dans le même hôtel et qu'à chaque fois le réseau est tout pourri et que tu trouves des dingueries dessus. Voilà, n'hésitez pas à en discuter peut-être si vous êtes familier avec les réseaux et la sécurité. Avec les hôtels, quand vous voyez un truc comme ça veut dire qu'ils ont fait... en fait là, c'est même pas qu'ils ont mal fait leur réseau ou qu'il est insécure, c'est qu'on se dit mais comment est-ce qu'on arrive à un point où le réseau ne marche pas si on connecte un câble HDMI sur une télé? Je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont fait. Franchement, je ne conçois même pas comment c'est possible s'ils n'ont pas flashé s'ils n'ont pas mis un firmware modifié dans la télé, ou je sais pas. Il est carrément magique le réseau là. Ouais, là, c'est incompréhensible, quoi. Il y a aucune raison. Je vois pas comment un HDMI peut faire sauter un réseau. Bah oui, non. Je travaille dans le réseau de la sécurité, je vois pas du tout, bah oui. En plus, ça donne un tuto pour tous ceux qui veulent planter l'hôtel. Bah oui, en plus, t'as tout. T'as un gros bouton. Ne faites pas ça. Attention, n'appuyez pas sur le bouton. Forcément, t'as un petit malin qui va venir et qui va appuyer, quoi, qui va mettre son câble HDMI. Bref. Ça a fait le tour de Twitter, cette image. Elle est quand même c'est quand même assez gold. Comme vous, je comprends pas non plus comment c'est possible. Une autre petite dinguerie de Twitter que je vais vous partager. C'est le laboratoire d'énergie atomique pour les enfants de Gilbert. Le jouet scientifique le plus avancé jamais créé. Regardez la désintégration atomique de matériaux radioactifs devant vos yeux ébahis. Regardez le chemin
suivi par les particules alpha qui voyagent à plus de beaucoup de kilomètres par seconde. J'ai la flemme de faire le changement de mesure. Et puis à la fin, complètement sans danger, ne vous inquiétez pas, complètement safe. Prospectez vous-même avec un compteur Geiger. Regardez les radiations atomiques, complètement safe. Bref, en vrai, il y a eu toute une époque. Il y a eu toute une époque où on prenait pas forcément l'énergie atomique aussi au sérieux que maintenant. Il y a une légende qui dit que lorsque les nazis ont récupéré tout le stock d'uranium enrichi, je crois des Français, ils en ont fait des dentifrices. Parce qu'en fait à l'époque c'était la classe, quoi, c'était la méga classe, c'était le nouveau truc, la radioactivité, donc il y avait des pubs pour le beurre, je sais pas si vous voyez, le beurre radioactif, c'est trop bien quoi, le beurre il brille dans la nuit, c'est waouh, on a envie de manger ça quoi. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des technos sur lesquels effectivement, moi je suis pas très branché, je fais pas trop partie des gens qui parlent des ondes ou de ce genre de choses, mais effectivement peut-être qu'il y a des technos, c'est sûr, pour lesquels on se méfie pas, et potentiellement effectivement dans quelques années on va se dire mais comment on a pu faire ça? Des dentifrices, des crèmes de beauté, ouais, il y a une époque folle. Ouais. J'ai trouvé aussi dans les commentaires sur l'image, il y avait quelqu'un qui montrait une pub pour des filtres de cigarettes à l'amiante. Voilà. Quelque chose qu'on ne verrait pas aujourd'hui. Déjà, si vous fumez, bon, vous ingérez un certain nombre de particules, mais en plus, si vous le filtrez tout ça à l'amiante, je suis pas sûr que ce soit très positif. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'il est 9h10. On a quoi, 50 minutes? Normalement, c'est 8h30, 10h. Donc je vous propose de prendre un peu plus le temps de lire les articles qui nous intéressent. Je ferai peut-être à 9h45 un petit rappel des titres. Mais je vous propose de lire les articles qui nous intéressent. Dans les articles que je voulais vous proposer, donc il y a cette histoire de RCE dans les jetons JWT. Il y a aussi un article proposé par Blaskin sur les vulnérabilités dans l'industrie automobile, mais qui viennent de vulnérabilités web, quelque chose qui est intéressant. Un équivalent de Dirty Cow, je ne sais pas si vous connaissez cette vulnérabilité qui a fait beaucoup parler d'elle à une époque sur Linux. Cow, ça veut dire copy over write, c'est-à-dire qu'en fait on peut copier, il y a un télescopage entre la copie et l'écriture de données en mémoire. Et donc il y a une version pour Mac, on peut lire ça. Et on peut lire aussi une nouvelle attaque sur les routeurs Wi-Fi, où en fait l'idée c'est de les vider de leur batterie en leur faisant faire plein de calculs. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite voir les RCE dans les JWT. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez voir. Après ça, on va parler des petites anecdotes de la semaine. Il y a encore plus de trucs what the fuck. C'était une semaine assez gold. Et puis on parlera un peu des outils, on fera une méditation et on aura le temps pour un deuxième article. Voilà le programme que je vous propose. Échec. Hop. On va aller lire l'article La source primaire. C'est l'article de ceux qui ont détecté cette vulnérabilité. Je vais y arriver. Alors. L'update, c'est pas grave. Résumé. L'unité 42, qui est le nom d'une unité de chercheurs chez Palo Alto. Salut Co. Salut Co, bienvenue dans cette matinale, en espérant te voir un jour dans cette matinale, potentiellement de l'autre côté. Qui sait? Donc, les chercheurs de l'unité 42 de Palo Alto ont découvert une nouvelle vulnérabilité dans le projet open source JSON Web Token.
Cette vulnérabilité a un numéro de vulnérabilité de CVE associé et est très importante. En exploitant cette vulnérabilité, un attaquant pourrait exécuter du code sur le serveur qui vérifie un jeton JWT qui a été modifié. Cette vulnérabilité, elle demande un certain nombre de prérequis pour être exploitable, ce qui fait qu'elle n'est pas très probable. Une vulnérabilité, elle est associée, vous savez, à un risque, et ce risque, le risque, c'est toujours une probabilité fois un impact. Et donc là, la probabilité est très basse. Mais, si vous utilisez JSON Web Token 8.5.1 ou une version antérieure, on vous conseille de mettre à jour JSON Web Token version 9 qui prend en compte un correctif pour cette vulnérabilité. JSON Web Token est un package open source qui vous autorise de signer et de vérifier des tokens. Donc en gros, là ce que je comprends, c'est la question que je me posais, avec très grand plaisir, mais oui. La question que je me posais, c'est... là on parle d'une exécution de code sur le serveur. JSON Web Token, c'est des jetons qui sont gérés par votre navigateur lorsque vous allez sur un site web, et ils sont effectivement signés ou vérifiés par le serveur. Ma question c'était de quel package il s'agit, parce qu'en fonction du serveur, si vous utilisez un serveur Java, si vous utilisez un serveur Python, si vous utilisez un serveur Node.js ou autre, eh bien vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes bibliothèques. Là donc ils nous disent c'est un package JavaScript, donc a priori ça concerne plutôt toutes les technos type Node.js. Alors je suis pas développeur, donc, mais il me semble que tout ce qui est des dérivés de Node.js, typiquement, si j'ai bien compris, React et Angular sont aussi des frameworks de backend, je crois. Je dis peut-être une énorme connerie. N'hésitez pas à me reprendre et à m'insulter. Non, m'insultez pas. Dans le chat. Mais donc voilà. Donc il s'agit d'un problème sur le package Node, package JavaScript, pardon. Donc ces JWT, ils sont très utilisés pour gérer l'autorisation et l'authentification. Donc évidemment, c'est une brique assez cruciale de la sécurité des sites web sur les sites web créés en backend JavaScript. Le package a 9 millions de téléchargements par semaine. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 9 millions de serveurs qui l'utilisent. Hein. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il y a 9 millions de téléchargements. Angular c'est juste du front, ok. React Angular c'est juste du front, ok, j'ai dit une bêtise. Donc merci pour cette correction en live. Donc je sais pas s'il y a d'autres exemples de backend JavaScript comme Node, mais donc les deux packages que j'ai cités sont uniquement des choses qui s'exécutent côté navigateur, pas côté serveur. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, dans cet article, c'est comment ça marche. Alors, les JWT, on va dire le nom anglais, parfois ils disent les JWT. Les JWT, c'est un standard. N'importe quelle implémentation marche, pourvu qu'elle soit correcte. Et ce standard, il a une structure en 3 bouts. En gros, c'est 3 bouts chiffrés en base 64. Un header, donc dans l'entête, une charge et une signature. Il y a plein d'informations dedans. Dans l'entête, en gros, il y a juste la structure que va avoir le reste du jeton. Donc typiquement, si c'est un JWT, bah, on dit le type c'est du JWT. Si il est signé avec l'algorithme HMAC SHA-256, eh bien, ce sera dit dans l'entête. On dit quelle est la structure de ce truc-là. Ensuite, il y a la charge. Et la charge, c'est là où il y a toutes les données intéressantes. Par exemple, on va mettre le nom de l'utilisateur, on va mettre ce à quoi il a le droit d'accéder. Alors, il ne faut pas mettre d'infos sensibles dedans, d'accord ? On peut absolument pas se baser sur la confidentialité de cette info, parce que c'est encodé en base 64, donc c'est pas chiffré. Par contre, on peut complètement s'appuyer sur son intégrité, parce que la dernière partie, c'est la signature. Et donc en gros, le payload, la charge qu'il a, elle est chiffrée. Donc
y a un algorithme de cryptographie asymétrique qui vient prouver l'exactitude de cette charge en chiffrant ça à l'aide d'une clé secrète et ou d'une clé symétrique. Là, c'était SHA-256. Pardon. Donc, comme c'est chiffré avec un secret que le navigateur ne connaît pas, et ben on peut être sûr qu'en fait, même si un attaquant il modifie le payload comme il veut, il n'arrivera pas à générer une signature correcte. Voilà la signature voilà la génération de la signature. Donc en gros, on fait base 64 du header plus le point plus base 64 de la charge. On signe tout ça avec SHA-256 et HMAC, qui est une primitive pour faire des signatures. Et on encode tout le résultat en base 64. Tout ça ensemble, eh bien, on a une belle structure de JWT. Si vous avez l'habitude, ça se reconnaît très facilement les JWT, parce que comme la structure c'est toujours entre accolades, eh bien ça commence toujours par les mêmes caractères qui sont E, Y, J majuscule. Moi je pense toujours à Jimi Hendrix quand je vois ça. Comment l'authentification marche? Je passe un peu rapidement parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Mais en gros, tiens, on va regarder ça. En gros, votre utilisateur se connecte. La connexion est vérifiée côté serveur. C'est le serveur qui vérifie que le mot de passe est bon. Hein. Et puis le serveur vous donne un JWT. Ce JWT, donc, il y a la structure dans l'entête, la charge dans le payload avec votre nom d'utilisateur, ce à quoi vous avez le droit d'accéder. Et puis, il est signé par le serveur, avec le secret que seul le serveur a, donc personne d'autre ne peut signer, ne peut créer un JWT valide. Après, c'est l'utilisateur, c'est le navigateur de l'utilisateur qui a le JWT et qui va envoyer le JWT à chaque fois qu'il se connecte et qu'il accède à une ressource sur le site web. Il y a plein de projets open source qui aident les JWT. La vulnérabilité. Voilà, on y arrive. Alors, ils nous redisent que l'impact est très important parce qu'il s'agit d'une brique d'authentification et de contrôle d'accès, donc c'est quand même très important. Une des méthodes, méthode dans ce contexte-là, ça veut dire fonction. Une des fonctions utilisées par cette bibliothèque, c'est la fonction verify. Cette fonction, elle prend en paramètre le jeton, la clé et un certain nombre d'options. Ici, la clé secrète ou publique, la clé qui va nous servir à déchiffrer à vérifier, donc déchiffrer la signature, c'est une chaîne de caractères ou un tampon, un buffer. Et un tampon, là, dès qu'on dit ça, on dit attention, tampon, est-ce que la taille du tampon est bien gérée? Ouais, au niveau sécu, normalement, dès qu'on parle de buffer, on pense à ça. Vive les buffers. Alors quand l'algorithme n'est pas donné dans les options de cette fonction vérifiée, eh bien par défaut on va regarder dans un fichier comment expliquer? Et bien on va regarder dans la valeur du paramètre clé publique ou secrète. Et cette clé, elle est censée être au format PEM. Ce format, il précise quel type d'objet est-ce. Et en gros, ce fichier, on peut le mal former, potentiellement. Sauf que l'attaquant n'a pas accès à ce fichier. L'attaquant, il a accès au jeton. Alors, ils disent, en gros,
la méthode toString de cet objet est utilisée alors qu'on n'est pas sûr que la clé est bien une bonne clé au bon format. Et là, typiquement, on pense à des vulnérabilités comme du prototype pollution, où en gros on peut réécrire certaines méthodes classiques. Par exemple, là, on regarde si on passe un objet malveillant à la fonction verify. Donc là, on signe le jeton comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Avec some secret, ok, on arrive à un jeton normal. On crée un objet malveillant. Un truc qui est écrit donc dans la console qui est écrit pawn. Et cet objet, on lui donne, comme on peut faire en JavaScript, on lui donne la fonction toString. On écrit cette fonction toString. Et là, lorsqu'on fait vérifier, eh bien, dans le processus, dans cette fonction de vérification, donc elle va exécuter sans le dire en fait, parce que les fonctions toString, c'est typiquement le genre de fonction, on l'exécute sans y penser. Mais lorsqu'on fait un objet de sécurité, eh ben, on devrait y penser. Donc on exécute cette fonction toString alors qu'on n'a pas vérifié si l'objet c'était bien un objet clé secrète ou clé publique. Le code malveillant va s'exécuter et stopper le process. Et donc on peut exécuter n'importe quelle fonction. Et même en fait on peut exécuter n'importe quel code. Hein. Alors, avec cette même technique, on peut faire une exécution de code à distance. C'est ça que pour l'instant je ne comprends pas cette partie-là, parce que pour moi, là, l'objet qu'on a passé, c'est un objet de clé. Et en fait, typiquement, cette fonction dans la nature, la fonction vérifier le JWT, nous on peut maîtriser le JWT qu'elle va vérifier, mais on ne peut pas forcément maîtriser la clé qu'elle va utiliser pour vérifier. Donc on va continuer à lire l'article. Ok. Les secrets parfois sont gérés en dehors du serveur d'authentification, c'est vrai. Typiquement, il y a d'autres protocoles aussi qui parfois échangent des clés ou permettent d'échanger des choses de manière chiffrée. JWE, pour ne citer que lui. Un attaquant qui a un accès en écriture au gestionnaire de secrets peut donc exécuter du code sur le serveur d'authentification, parce qu'il peut réécrire la clé. Alors, oui, mais j'ai envie de dire que si un attaquant a un accès en écriture au serveur qui gère les secrets, on a d'autres problèmes. Oui, ok, effectivement, l'exécution de commandes, c'est un peu plus impactant que pouvoir se connecter comme on veut sur ce qu'on veut sur le site web. Mais a priori, en fait, si l'attaquant il a un accès en écriture au serveur qui a les secrets, en fait, il peut déjà faire ce qu'il veut. Là, on ergote un peu, quoi. Plus de musique. Laissez-moi la remettre. Donc, dans la section précédente, on a montré comment un secret malveillant peut mener à une RCE. Ouais, ok. Donc en fait, ils disent... maintenant, dans le code corrigé, ils vérifient que ce qui est passé comme paramètre clé publique ou secrète est bien une instance de la classe clé cryptographique. Et donc ça évite de mal former, d'avoir des injections malveillantes dans cet objet. Personnellement, je suis un peu déçu, je vous avoue, parce que, en fait, là, le scénario qui nous est proposé, il est très très peu réaliste. Et je comprends, du coup, pourquoi on a dit en début d'article que la criticité associée à cette vulnérabilité est seulement de 7 ou 8, il me semble. Parce que pour le coup, CVSS 7, voilà.
pour le coup, si vous arrivez à exécuter du code avec les JWT, c'est quand même hyper grave, c'est quand même hyper impactant. Et là, clairement, en fait, ça va. Parce qu'en fait, il faut quand même avoir la main, il faut pouvoir écrire les secrets. Et si c'est le cas, en fait, l'application est déjà complètement trouée. Effectivement, avant, vous ne pouviez pas exécuter du code sur l'application, mais en fait, vous pouviez vous connecter en tant qu'administrateur, faire n'importe quoi, voler des sessions, et donc voler toutes les données, par exemple, que vous voulez. Et aujourd'hui, même si c'est une exécution de code, c'est quand même plus rare, c'est quand même très impactant. C'est quand même très impactant d'avoir du vol de données, si on réfléchit vraiment en termes de business. Voilà pour cet article. Il est 29, je vous propose, je vous avais promis, je vous propose de parler de 2-3 sujets. 3 sujets dont je veux vous parler. Un package NPM qui supprime vos fichiers si vous ne respectez pas la licence. Donc c'est la licence la plus agressive du monde, à ma connaissance. Le truc va vous pourrir, quoi, si vous essayez d'utiliser une version craquée. On va aller regarder l'article parce qu'il est marrant. Alors, c'est un article de Mend qui a été identifié par... Il y a 2 entreprises qui l'ont identifié en parallèle, Mend et une autre, je ne sais plus laquelle. Comment ça marche? Il y a un package qui a un fichier index.js qui a une fonction thanks, et cette fonction, elle ressemble à ça. Donc ça, si vous regardez, on va regarder la version non mise en forme. Cette fonction thanks, elle n'a aucun sens à première vue, parce qu'en fait on n'arrive pas à décoder ça. Tout ça c'est obfusqué, c'est pas chiffré ni même encodé, c'est juste, si c'est vaguement encodé pour que on n'arrive pas à comprendre ce que ça fait. Donc typiquement console log, ça c'est une variable a priori qui contient d'autres objets, ou c'est une fonction qui du coup c'est juste que cette fonction elle est illisible. Mais en fait en prenant un tout petit peu le temps de décoder tout ça, on se rend bien compte de ce que ça fait. Et donc cette fonction thanks, elle est activée dans plusieurs occurrences. Après un if, eh bien, on fait thanks de VS Code, thanks de SRC, thanks de je sais pas trop quoi, thanks de SVN, donc ça c'est un gestionnaire de paquets, thanks de mock. SVN, c'est quoi? C'est Maven, non? Les experts du front-end. Ou du JavaScript en tout cas. Thanks, donc toujours de Git, public, plein de choses. Et en fait, tout ça, c'est pour vérifier si c'est pas un développement un environnement de développement. SN, c'est Subversion, concurrent de Git. Ah, d'accord. My bad. Donc ça veut dire, pour tous ceux qui ont... Bon, j'imagine que tout le monde connaît Git, quand même, potentiellement sur cette matinale, c'est très répandu. Et donc c'est un outil qui permet de suivre les différentes versions et de travailler à plusieurs sur du code. Donc ce que nous dit Chaos, c'est que Subversion, c'est équivalent. SVN, ok. Je confonds. Ah, c'est NVN, Maven, non? Je crois que c'est ça. On regarde donc ce code, et ce code, il vérifie si il est exécuté dans un environnement de développement. Et si c'est le cas, il envoie un post à une URL avec un user ID, une clé secrète, un timestamp, et en fonction de la réponse du serveur, eh bien, le code supprime ces dossiers. Donc en gros, c'est des dossiers qui sont très utilisés par des développeurs, et s'ils sont supprimés, c'est un peu énorme pour tous les développeurs. Et si la réponse n'est pas 200,
il y a un message, il y a un log sur un background rouge, donc vraiment sur fond rouge, donc qui dit attention, vous êtes en train d'utiliser une version craquée. Donc en gros, c'est un développeur qui s'est dit j'en ai marre que tout le monde utilise, qu'il y ait des gens qui utilisent une version craquée de mon software. Le prochain qui fait ça, je lui supprime tout son travail. Et c'est quand même très embêtant, évidemment, quand on supprime tout son travail. En fait, et alors ce qui me fascine, c'est qu'en fait, c'est quoi la différence entre ça et... Enfin, c'est limite, on pourrait comparer ça à du ransomware. À une époque, il y avait des ransomware qui disaient non, c'est du... On fait pas du ransomware, on fait du post-paid pentest. Donc on vous trouve vos vulnérabilités, et une fois qu'on les a trouvées, on vous chiffre vos données, et vous êtes obligé de nous payer pour le travail qu'on a fait de trouver vos vulnérabilités. Évidemment, faut pas croire ça. Mais en fait, si on applique la même logique, là, alors certes, la personne qui utilise un logiciel craqué est quand même... ne devrait pas utiliser un logiciel craqué, mais quand même il y a un peu une notion de retaliation, bah tiens, on va lui rendre des coups, quoi. On va le menacer de tout supprimer. Donc voilà, donc c'est assez étonnant quand même. Sans doute que le développeur a raison de se méfier des contrefaçons et des logiciels piratés, mais c'est quand même assez étonnant d'avoir des méthodes comme ça aussi agressives. Je voulais vous montrer Bill Gates. C'est marrant. Je n'ai pas vérifié moi-même l'exactitude, cela dit, des photos que je vais vous montrer. Mais... Donc c'est un compte qui s'appelle Internal Tech Emails. Et donc il dit, le 15 janvier 2003, Bill Gates a essayé d'installer Movie Maker. Ce document vient de cet article. Donc cette suite. Donc, je vous lis l'objet, le mail envoyé de Bill Gates à un certain nombre de personnes, Jim Altschin, Chris Bones, etc., le 15 janvier à 10h05. C'est-à-dire, il y a littéralement 20 ans. Je suis assez déçu de comment l'usabilité de Windows est, a diminué, et que les groupes de gestion de programmes ne sont pas plus orientés vers l'usabilité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce que j'ai fait hier. J'ai décidé d'installer Movie Maker. Et donc je suis allé sur Microsoft.com, il y a un endroit à download, donc je suis allé là-bas. Les 5 premières fois où j'ai utilisé le site, il a fait un timeout, alors que j'essayais de juste accéder à la page de download. Après 8 secondes de délai, j'arrive enfin à voir le site. Est-ce que je suis dans la bonne... Le site est tellement lent qu'il est inusable. C'était pas dans le top 5, donc je regarde le top 45 applications. Et puis les 45 applications, c'est complètement confusant. Les noms, c'était genre C Document Settings, BillJ, Ma Document, My Picture. Ah non, pardon, ces noms donnaient l'impression, en comparaison de ces noms, un truc comme C / document settings, BillJ / my documents / my pictures, et ben ça a l'air clair en comparaison. Ce top 45 est pas filtré, donc il y en a plein qui sont hyper étonnants, hyper étranges. J'ai essayé de restreindre à la catégorie média, pas de Movie Maker. Je tape Movie Maker, rien. Je tape Movie espace Maker, rien. Donc j'abandonne et j'envoie un mail à Amir qui dit il est où le Movie Maker. Ils m'ont dit que utiliser la page download du site pour downloader quelque chose, c'était pas quelque chose qu'ils avaient anticipé. Ils me disent d'aller sur la main page, sur la page principale, de chercher Movie Maker. J'essaye, au bout de 6 secondes, j'y arrive. Je me suis dit, bon, là j'ai un bouton juste pour télécharger. Et en fait, c'était plus un puzzle que je devais résoudre.
Il me dit d'aller regarder sur Windows Update, de faire un certain nombre d'incantations de magie noire, et ça me frappe à quel point c'est complètement étonnant, complètement incompréhensible. Pourquoi je devrais aller ailleurs et faire un scan pour télécharger Movie Maker. Donc je vais sur Windows Update. Windows Update décide que j'ai besoin de télécharger un certain nombre de choses. Donc j'ai plusieurs fois me demande, j'obtiens des écrans bizarres de dialogue avec des box, des trucs à cocher. Mais pourquoi Windows Update est-ce que Windows Update n'est pas censé savoir parler à Windows? Alors, je fais le scan, ça me demande du temps. On m'a dit que c'était hyper critique de télécharger 17 mégas de fichiers. Alors, mégas à l'époque, potentiellement, c'était plus un gros truc qu'aujourd'hui. Et alors après, il faut que je refasse des patchs et de télécharger 6 nouvelles choses qui sont labellisées de manière hyper flippante. Je fais le téléchargement, ça c'était rapide, ça va. Là je fais une installation, ça prend 6 minutes, et je pouvais rien faire d'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 minutes? Après le téléchargement est terminé, je reboot ma machine. Pourquoi je devrais faire ça? Je comprends pas. Je redémarre toutes les nuits. Pourquoi je devrais faire ça? Alors en plus on lui dit que c'est un peu un problème pour Outlook. Et donc bref, on est à la moitié du mail. Hein. Donc Bill et Chonchon. Bill Gates et Chonchon. Et alors il revient et il exécute Windows Update. J'ai oublié pourquoi je suis sur Windows Update, parce que tout ce que je voulais c'était Movie Maker. Donc je reviens sur Microsoft.com, je regarde les instructions, je dois cliquer sur un dossier appelé Windows XP. Mais Windows Update sait que je suis sur Windows XP. Pourquoi je dois cliquer sur ce dossier? Donc j'ai plein de trucs encore plus confusants. Mais il y a un des trucs, c'est Movie Maker, je fais le téléchargement, je fais l'installation c'est long. Et puis à un moment, il faut que je retélécharge Windows Media série 9. Donc je fais ça. Bref. Et là il dit, bon, à la fin, je vais regarder si dans mon ajouter, enlever un programme, il y a Windows Movie Maker. Et alors là, il y a uniquement comment on pourrait traduire garbage? Il y a uniquement des saletés comme Microsoft Auto Update Exclusive Test Package, Microsoft Auto Update Reboot Test Package, Auto Update Test Package 1, Test Package 2, Test Package 3, et donc là, Bill Gates est en train complètement de péter un câble, de devenir une Karen absolue. Quand j'ai lu ça, j'ai cru que j'étais sur la page Karen of the Year. Et il est en train de comprendre à quel point Windows est inutilisable. Et il a complètement un breakdown, il pète complètement un câble en disant mais je comprends pas, on avait créé Windows pour que ce soit facilement utilisable et c'est devenu le bordel. Alors, je pense qu'on peut se poser deux questions. Est-ce que c'était pire il y a 20 ans qu'aujourd'hui? Parce que là, je veux dire, même Bill Gates, il a traité de déchets, de trash, de garbage, ce qu'on appelle le bloatware, c'est-à-dire tous les logiciels qui sont installés par défaut par Windows et que vous pouvez pas enlever. Et donc ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec Windows, à quel point c'est inutilisable, en fait, ça a toujours un peu été comme ça, et que même Bill Gates, ça le faisait péter un câble. Et lui il voulait que ce soit facile à utiliser, mais en même temps Windows, ouais, il y a un petit je vous montre juste le même, quelqu'un qui répond à ce tweet. Donc oui, Bill Gates, c'est toi qui as créé cette entreprise, c'est toi qui as fait cette culture, donc si tu voulais qu'il y ait il y avait peut-être un truc, si tu voulais qu'il y ait plus d'attention sur l'usabilité de Windows. Voilà. Moi ça m'a fait marrer, j'espère que vous aussi. Je vous montre juste... Je vous montre un petit truc. Sur une arnaque récente. Je sais plus laquelle, et je crois que j'ai pas pris de... Je
crois que j'ai pas pris d'article. Hop. Je vais essayer de vous retrouver l'article. Je crois que j'ai l'article, attendez, j'ai noté quelque part. Ah voilà. Trouvé, c'est bon. J'ai juste un lien de Twitter. Je crois que de mémoire il pointe vers un article. Donc, cette arnaque, je crois que c'est celle dont beaucoup de gens ont entendu parler. Non, ça c'est pas la même chose. Wirecard. Je vais vous retrouver l'article. Hop. Il me semble que c'est cette fondatrice du Forbes Under 30, Under 30, qui a en fait arnaqué Goldman Sachs, il me semble, JP Morgan. Voilà. C'est exactement ça. Et donc cette personne a donc créé une activité très intéressante, une start-up, un site de planning financier qui a levé 175 millions et elle a dit qu'elle avait 4265 millions d'utilisateurs. En fait, il n'y avait que 300 000 utilisateurs, ce qui est donc une petite différence d'un ordre 10. Hein. Et en fait, comment ils s'en sont rendus compte de cette arnaque? Donc c'est le lien du tweet. JP Morgan a commencé à identifier des irrégularités quand ils se sont rendus compte que la liste contenait exactement 1 48 576 utilisateurs. Et c'est exactement le nombre de lignes maximum de Microsoft Excel. Donc, et ce nombre ne correspondait à rien d'autre. Donc là, ils se sont dit, attention, est-ce que c'est pas du fake? Et effectivement, c'était du fake, et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte de l'arnaque. Voilà, de quoi vous donner bien confiance dans toutes ces startups super successful. Je voulais vous parler d'une dernière anecdote un peu absurde, qui est l'impact d'un infostealer. Je vous parle très rapidement, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir en tête. C'est quelqu'un dont le nom d'utilisateur sur Twitter, c'est NFTGod, donc vous avez le droit de vous moquer. Je pense même que vous avez un devoir moral, évidemment, de vous gausser du fait qu'il ait perdu ses singes. Mais en fait, ce qu'il raconte et son thread est très touchant. C'est que, en fait, ce qui l'impacte le plus, c'est pas ses singes, c'est pas la thune qu'il a perdue, c'est le lien qu'il avait avec sa communauté. Bon, communauté NFT, voilà, ils sont pas forcément là pour l'art. Mais en fait, il explique que il a... voilà. Après passer 10 heures à réinitialiser tous mes appareils, j'ai réinitialisé tous mes mots de passe, je me suis dit que j'avais le maximum de la sécurité que je pouvais. Mais cette communauté autour de ce compte NFTGod, c'est tout mon travail, et donc c'est un peu toute ma vie. C'est pour ça que je me sens vivre. Bon, on en pense qu'on veut, hein. Voilà, on adhère ou pas au NFT, l'idée, à ce sens de la communauté, mais le fait que lui le sente, ça fait que c'est quand même très impactant, qu'il se soit senti un peu violé dans sa vie numérique,
par cet info-stealer qui lui a volé son accès à son compte Substack et à son compte Twitter. Et donc il s'est dit que perdre ce compte, cette communauté qu'il a bâtie, qu'il a mis du temps à bâtir, c'était son plus grand cauchemar. Et il dit, l'argent, je veux pas le remplacer, ma marque, mon image de marque et ma communauté, je ne peux pas. Et donc c'est comme ça que il a vécu cette chose. Voilà. La communauté NFT, en même temps c'est sa communauté qu'il finance, donc c'est normal, c'est ça qu'il pleure. Tout à fait. Les communautés NFT me font plus penser à des mouches tournant autour d'un colonial. Tout à fait. Voilà. Bon. On en pense qu'on veut, mais moi je trouve que ce thread il est quand même un peu touchant, et c'est vrai qu'on a tendance à... je voyais aussi une remarque de Valérie Rismarchive qui disait qu'on a tendance à beaucoup parler des ransomware et à se dire que la cybercriminalité c'est les ransomware. Mais en fait, ça impacte aussi toujours des gens qui se font voler leurs infos personnelles, leurs comptes bancaires ou autres, avec des infos stealers. On a lu sur cette matinale plusieurs fois des rapports sur les infos stealers, typiquement Sequoia aime beaucoup se pencher sur le sujet. Sequoia, donc une entreprise française de CTI, est très réputée dans le domaine de CTI, donc c'est-à-dire d'études des menaces cyber. Et voilà, et je vous montre juste un autre tweet. Bon, on dirait du LinkedIn dans le texte. Ah, à propos de LinkedIn, faut que je vous parle d'un truc. Je voulais vous montrer juste un moment, il dit c'est entièrement ma faute, this is completely ma faute. Et en fait, il dit normalement je suis un peu technique, je suis un gars un peu technique, mais en fait j'ai rentré mon seed de wallet sans faire gaffe. Et en fait, il dit c'est complètement ma faute. Et moi je le pense pas. Alors je pense que c'est sa faute, effectivement, parce que ne serait-ce que parce que son compte s'appelle NFT God. Mais à part ça, je pense que s'il est victime, dans tous les cas, c'est pas de sa faute. Et il faut surtout pas se dire ça quand on est victime, et dire ça aux gens qui sont victimes. Enfin, je comprends que ce gars soit abattu, mais en fait non, ça veut dire aussi que les arnaques seront toujours de plus en plus sophistiquées. Plus vous êtes alléchant, plus vous êtes la cible d'arnaques sophistiquées. Donc je suis pas d'accord que ce soit... Enfin, je pense que il faut pas qu'ils se disent c'est de ma faute, parce que tout le monde peut tomber dedans. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même plusieurs entreprises de cybersécurité qui s'étaient pris des ransomware, par exemple. Ça montre en réalité que tout le monde peut tomber dedans, et donc je pense qu'il faut sortir en tant que communauté de cybersécurité de cette idée que, en fait, si vous tombez dans l'arnaque, si vous tombez dans le panneau, c'est que vous n'êtes pas bon, et vous aviez qu'à être meilleur, ou j'en sais rien. Et voilà, je vois les commentaires, je pense que j'ai l'impression qu'on dit tous la même chose. On n'est jamais à l'abri, même les experts peuvent être victimes, voilà, c'est tout à fait mon point, et je pense qu'il faut pas dire que c'est de sa faute. Là, je pense que c'est de sa faute s'il est tourné vers les NFT, mais c'est pas de sa faute s'il est tombé dans l'arnaque, quoi. Voilà. On se débrouille comme on peut, hein. On n'avait pas d'échange de crypto-monnaie qui se fait pirater cette semaine, donc on fait du crypto-bashing comme on peut. Les sujets de sécurité touchent tout le monde, tout à fait. Et c'est bien pour ça qu'on en parle sur Pour Info. Je vous propose de faire une petite méditation et puis de passer après au dernier article qu'on lira. On peut parler des outils aussi. Je vous présente 2-3 outils dont je voulais vous parler. Il y a le catalogue du CISA. Le CISA, c'est l'équivalent de l'ANSI aux États-Unis, pour toutes les vues dont on sait qu'elles sont exploitées. Il y a Hamza Konda, que vous connaissez sans doute aussi, qui fait du contenu sur Internet, plutôt sur LinkedIn, mais donc qui est très populaire dans la communauté. Il a partagé un certain nombre de liens pour faire sa veille en ransomware. Ça peut être très intéressant d'aller y regarder. J'ai parcouru certains des liens, on peut y aller ensemble si vous voulez. Un outil qui permet de trouver une géolocalisation en fonction des des SSID, pour faire de l'OSINT. Alors, autant les outils de l'OSINT, pour moi c'est quand même toujours clair à quoi ça sert, autant là je suis pas sûr de voir quelle est la menace associée, quelle est la situation où on aurait des SSID et on chercherait une localisation. Potentiellement, si on a un accès à un téléphone,
à une application et qu'on veut avoir une géolocalisation peut-être. Mais donc en gros l'idée c'est que les SSID c'est le nom des réseaux Wi-Fi auxquels votre téléphone ne se connecte même pas forcément, mais en fait il voit forcément les autres points d'accès Wi-Fi. Typiquement quand vous êtes dans une rue, en fait vous avez tous les bâtiments à côté, il y a beaucoup de box, de routeurs Wi-Fi à côté, et votre téléphone il va échanger ou au moins recevoir des informations qui sont émises en continu de ces routeurs qui disent moi je suis le réseau Wi-Fi numéro tant, et lui il se dit tiens est-ce que je le connais, et s'il le connaît il se connecte automatiquement. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que vous vous connectez automatiquement chez vous. Et en fait il va utiliser ça pour en fait il suffit d'avoir un certain nombre de réseaux qui sont connus, on sait où est-ce qu'ils sont situés, des box, des routeurs qui sont connus, et on peut trianguler tout ça. On peut regarder quelle est la force du signal des différents réseaux et en déduire sa position. Voilà. Je voulais vous partager aussi un outil qui permet d'évaluer automatiquement une configuration de sécurité de l'outil ImageMagick. ImageMagick qui permet de manipuler des images dans un environnement Linux, et c'est souvent utilisé par des applications web, etc., qui font de la manipulation d'images. On parle d'un de ces sujets. Je vous remets les articles aussi que dont je vous proposais de discuter. Si personne ne se manifeste, eh bien, on parlera de l'industrie auto. Voilà, c'est un article qui c'est pas le plus compliqué. C'est du web, c'est pas le plus compliqué. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres envies. Et je vous propose de se faire une petite méditation. Laissez-moi trouver un truc copyright free. Ça va être pas mal ça. Alors, on va prendre une grande inspiration et on va essayer de détendre tous les muscles de votre visage et de votre corps. Vous allez essayer de vous détendre un maximum pour bien commencer cette semaine. Alors vous allez essayer pour vous détendre d'imaginer que vous êtes dans une forêt. Vous êtes dans une forêt au bord d'un lac. Il y a des montagnes au loin. Il y a des oiseaux qui passent. Puis vous fermez les yeux et vous entendez le cri des oiseaux. Vous avez un merle. Si vous voyez ce que c'est, le chant du merle, c'est très très joli. Et alors vous savez, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, vous savez que le merle il est là. Vous l'entendez. En fait, son chant, il indique sa position. Et alors vous réfléchissez à ça, vous essayez de prendre conscience de vos deux oreilles. Les deux oreilles entendent le chant du merle. En fait, une oreille l'entend plus forte que l'autre. Et rien que ça, c'est incroyable. Cette information vous dit où est le merle. C'est un peu comme les réseaux Wi-Fi et les beacons. Voilà, vous imaginez que le merle, il est en train de vous envoyer un beacon, c'est-à-dire un petit paquet réseau, avec les informations pour se connecter à lui. Et alors vous avez une oreille qui le reçoit et l'autre oreille aussi. Et alors tout ça vous permet de vous connecter au merle, vous connecter à son chant. Alors pour se connecter, il faut faire un handshake, c'est-à-dire une poignée de main virtuelle. Et alors vous imaginez voilà, que vous échangez des informations avec le merle, lui avec son chant, vous avec vos oreilles. Et qu'une fois connecté au merle, et ben vous avez accès à son réseau. Et vous voyez tout le monde avec ses yeux de merle, donc, qui volent, évidemment, et qui vous emmènent loin au-dessus de la forêt, loin au-dessus des montagnes.
Voilà, c'était une petite méditation, une petite cyber-méditation pour bien commencer cette fenêtre. Pour bien commencer cette fenêtre, pour bien commencer cette semaine, pardon. Je raconte n'importe quoi. Il est 9h58 et je vais bientôt vous laisser. On a peut-être 2 minutes si vous voulez parler d'un sujet. Je vais peut-être vous montrer l'article dont je vous parlais sur l'industrie auto. On ne s'est pas plongé dans des articles super techniques cette semaine. Honnêtement, on a même un peu survolé les actualités. N'hésitez pas à me dire si c'est comme ça que vous aimeriez fonctionner à l'avenir. Si c'est un fonctionnement qui vous va. Et c'est pas absurde comme fonctionnement, parce qu'évidemment, on a toujours plein de choses à se raconter les lundis matins. Je vous raconte cette histoire. Donc, c'est l'histoire d'un certain nombre de personnes qui sont allées faire un road trip pour aller à une conférence de cybersécurité et faire un petit break de leur travail dans l'informatique. En allant à une conférence de cybersécurité, logique. Alors qu'ils étaient dans l'université de Maryland, ils sont tombés sur des scooters en libre service. Et ils se sont dit, on va regarder l'application mobile des scooters. Et ils ont regardé l'application, ils ont fait des trucs, je pense qu'ils disent pas quoi, parce qu'ils ont fait ils l'ont partagé à l'application elle-même, j'imagine, s'ils sont un petit peu éthiques. Et à leur grande surprise, leurs actions ont fait en sorte que les scooters sont mis à klaxonner, à allumer leurs phares, et de tous les scooters. Et les phares sont restés allumés pendant 15 minutes. Alors quand tout s'est un peu calmé, ils ont envoyé un rapport au manufactureur, au fabricant des scooters, et ils se sont dit, mais on va essayer de trouver plus de manières de make more fix honk. C'est-à-dire de faire klaxonner. On veut reclaxonner plein de trucs. Donc on a réfléchi, et en fait on s'est rendu compte que toutes les entreprises, les voitures fabriquées dans les 5 dernières années devaient avoir des fonctionnalités similaires. Typiquement, si un attaquant était capable de trouver des vulnérabilités dans l'API, qui contrôlent les systèmes à distance de l'utilisateur, et ils peuvent klaxonner ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont commencé à brainstormer à plusieurs, à travailler à plusieurs, dans l'espoir de trouver des vulnérabilités sur les voitures. Et dans les mois qui viennent, ils ont trouvé plein de vulnérabilités sur les voitures, etc. Et ils racontent. Ils listent toutes les vulnérabilités derrière. Et alors, bon, là, ils sont directs sur les impacts, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est que c'est assez unique comme démarche, parce que là, en fait, ils cherchent des vulnérabilités web. Souvent, lorsqu'on parle de car hacking, on s'intéresse aux vulnérabilités dans le système des voitures. Et là, on va s'intéresser aux vulnérabilités uniquement web. Comment est-ce qu'on peut accéder à la voiture depuis les vulnérabilités web. Donc, chez Kia, Honda, Infiniti, Nissan et Acura, ils peuvent complètement verrouiller et déverrouiller la machine à distance, démarrer le moteur, localiser avec précision la machine, flasher les phares et faire klaxonner le véhicule. Avec uniquement le nombre VIN, je ne sais pas très bien ce que c'est que le VIN. Ils peuvent prendre contrôle du compte à distance. Ils peuvent empêcher les utilisateurs de gérer leur véhicule à distance et le gérer à leur place. Pour Kia en particulier, ils peuvent accéder à la caméra à 360 degrés qui est devant le véhicule. Pour Mercedes, ils ont accès à plein d'applications internes à cause de SSO. Ah ouais, interne à l'entreprise. Donc typiquement plein de choses. SonarCube, des discussions internes à l'entreprise. Oh, c'est énorme. GitHub.
du cloud, AWS et des API internes de gestion des véhicules. Ils pouvaient avoir accès, ils pouvaient avoir du code, de l'exécution de code sur un certain nombre de systèmes. C'est énorme. C'est assez impactant. Et puis, des fuites de données concernant les employés. Hyundai et Genesis, ils pouvaient démarrer, verrouiller, déverrouiller l'ordinateur à distance. BMW, Rolls-Royce, SSO, ils pouvaient accéder à plein de choses. Typiquement, un portail interne où est-ce qu'ils peuvent récupérer les documents internes et les documents de vente de BMW. Ouais, tout à fait, à la base, ils étaient partis en vacances. Tu pars de vacances. Bienvenue, petite bulle, au fait. Je ne t'ai pas souhaité la bienvenue. Je vois que c'est la première fois que tu es dans le chat. Pareil, Flavio Vise. Je vois que tu viens d'arriver, donc bienvenue. Et merci pour le follow. Merci pour le follow Broski aussi. Vicious et Tonio. Et Chivers. Et Chaos. Je suis à la bourre. Ferrari. Oh, ça c'est intéressant ça. Ferrari. Ils pouvaient prendre le contrôle de n'importe quel compte de clients de Ferrari. Ils avaient accès à tous les... la liste du dossier utilisateur, le dossier client des clients de Ferrari via une vulnérabilité de cloisonnement. Et on pouvait faire plein de choses. Ils pouvaient gérer, ils pouvaient supprimer des employés de back-office. C'est-à-dire que le back-office, c'est quand... salut Tocon. Le back-office, donc c'est ce que peuvent utiliser les employés de Ferrari pour administrer les applications web. Et là, ils pouvaient accéder à tout ça et même supprimer l'accès existant de certains employés. Spireon, ils pouvaient faire plein de choses, accès à distance, accès à l'administration d'un panneau d'administration pour envoyer des commandes à 15 millions de véhicules, rien de moins que ça. Énorme. Accès administratif à des produits de Spireon, donc des applications Fleet Locate, Inspire, Goldstar, LoJack, je connais pas tout ça, je suis pas assez branché voiture. Ford, ils pouvaient récupérer des dumps mémoire et prendre le contrôle de compte. C'est énorme. Porsche, la position des véhicules, envoyer des commandes aux véhicules. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas plus creusé que ça. Toyota, ils ont une fuite de données très financière. Jaguar, pareil. Des haches de mots de passe. Ça, c'est très impactant, ça. Parce que s'ils les cassent, potentiellement, les gens qui utilisent un compte Jaguar, en fait, potentiellement, ils vont réutiliser ce mot de passe ailleurs, dans d'autres environnements. Et ça peut permettre de voler d'autres comptes. Bonjour Imad, merci. Merci pour le merci. Moi, ça fait plaisir. C'est toujours un moment sympa. On en est encore au tout début de l'article, donc on va pas regarder tout. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que je vous mets dans tous les cas, je vous mets toutes les sources sont dans la description de la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à y regarder. Plus tout ce que j'ai dit dans les titres, on va faire un petit rappel des titres rapides, et puis on va s'arrêter là. Donc on n'a pas trop le temps de creuser plus cet article, mais en gros ce qui est intéressant c'est que en lisant en diagonale, clairement tout ça ce ne sont que des vulnérabilités web. Alors c'est vrai que personnellement moi je suis un peu en train de désespérer du pentest web, j'ai l'impression que c'est quand même souvent la même chose, et qu'en fait les applications qu'on teste sont pas forcément celles qui sont le plus critiques, c'est pas forcément ça qui est le plus critique pour les entreprises. En fait il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de... En réalité c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est du burp, quoi. C'est du web. Et donc, ils ont accès à plein de trucs. J'espère qu'ils ont été salués et rétribués par les entreprises. Typiquement, là...
Vous voyez l'historique des positions d'une voiture via une interface Spireon. Et en fait, ça veut dire tous les trajets qu'il a fait. Euh, Il y a même des assurances qui donneraient cher pour avoir accès à ces informations. Parce que ça indique est-ce que les gens sont des bons pilotes ou pas. Excusez-moi, hop. Je mets une musique libre de droit, sinon je vais me faire embêter par YouTube. Oula. J'ai l'impression que j'ai pas mis des trucs copyright free. Aïe aïe aïe. Hop, on va voir. Donc voilà ce que je voulais dire sur cet article, absolument énorme, et donc ça redonne un peu foi en le pentest web, personnellement, je trouve. Prochaine fois, propose-nous plus de méditation cyber la prochaine fois. Ouais, elle était pas mal celle-là. J'ai aucune idée de ce que je vais vous raconter à chaque fois que je commence la méditation cyber. Il y a toujours toujours une petite appréhension. Qu'est-ce que je vais raconter? Comment je vais pouvoir faire un truc cyber? Mais bon, ça se passe bien. Les dégâts de telle vulnérabilité, si vous souhaitez, les marques prennent un sacré coup. Ouais, elles prennent un sacré coup. Et c'est là où ils ont du bol que ça a été identifié par des gars qui sont bienveillants et qui ont une éthique professionnelle. Après, faut regarder à quel point ces vulnérabilités étaient compliquées. Mais vous voyez, ça c'est une SQL. Ça c'est une injection SQL tellement basique. C'est une injection tellement basique. C'est impressionnant qu'il y ait encore des vulnérabilités web comme ça. Pour le coup, moi je me disais, mais en vrai, tout le monde a compris qu'il fallait faire gaffe aux sites web. Les sites web utilisent beaucoup de frameworks, donc en fait il n'y a plus tant de vulnérabilités que ça, mais là cet article me prouve le contraire. Après, je pense qu'il y a toujours une grosse différence quand l'attaquant choisit ce qu'il teste. Quand c'est le fabricant qui choisit ce que teste l'attaquant, évidemment, souvent on trouve moins de choses. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous propose de relire rapidement les titres pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis après, on va lancer un petit raid sur Twitch. Alors, les attaques. Piratage par ransomware de Royal Mail, la poste anglaise. C'est quelque chose d'absolument énorme. Il y a un lien avec Logbit. C'est pas forcément Logbit 3.0 eux-mêmes, mais potentiellement c'est un affilié ou quelqu'un qui utilise le code source de Logbit qui avait fuité. Évidemment, ça perturbe le pays dans son ensemble, donc c'est quand même quelque chose de très très impactant, très gros. Et qui va sans doute être pris très au sérieux par l'Angleterre, si ce n'est l'Angleterre et ses alliés, que ce soit les Five Eyes ou l'OTAN. Enfin, un peu plus sérieux que d'habitude. Fortinet VPN, je vous avais dit la semaine dernière que c'était une vulnérabilité importante, et bien là il a été exploité par des attaquants étatiques, donc typiquement des services secrets ou des attaquants des APT. On a un nouveau groupe d'activistes russes, un article envoyé par Blaskin qui s'appelle NoName 05716. L'article est très intéressant, je vous encourage à aller regarder dans la description de la vidéo YouTube la source. Enfin, on a un APT qui s'appelle Turla, qui a réutilisé une infrastructure vieille de 10 ans, ce qui est assez étonnant. Et cette infrastructure servait à la base à distribuer les malwares de vol de données, il me semble Android, et là ils s'en servent pour distribuer des malwares pour leur campagne. Les annonces cyber, fin du support étendu pour Windows 7, on allait regarder dans l'article, et en fait c'est la fin du support liée à une licence particulière, Microsoft 365. Évidemment, souvent, c'est les entreprises les organisations les plus fragiles, qui ont le moins de moyens pour maintenir leur réseau, qui restent sur des vieux systèmes. Et aujourd'hui, en France, on a tendance à un peu glorifier l'investissement, les nouveaux projets, pour tout ce qui est organisation, typiquement publique, mais à ne pas leur donner les moyens de maintenir en fait l'existence, qui est quand même capital. Avant de lancer des grands projets, ce serait bien
de maintenir déjà un certain niveau de sécurité, ce qui existe. Voilà. Vous savez que les budgets ne sont pas forcément élastiques dans les collectivités publiques en France. Vous avez un certain budget pour faire de nouveaux investissements, vous avez un certain budget pour entretenir l'exploitant et payer des contractuels ou des fonctionnaires. Et en fait, ce budget-là, lui, il est complètement verrouillé. Les bucket S3, chiffrés par défaut, c'est une excellente nouvelle. À voir quelle forme va prendre la gestion des clés, parce que souvent, c'est ça qui confuse un peu les gens, et on a un certain nombre de vulnérabilités qui viennent d'une mauvaise gestion des clés dans AWS. Enfin, AWS étant un cloud SaaS, entre autres, eh bien, la gestion des clés, si c'est uniquement par défaut, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que si on ne change pas la configuration, a priori, Amazon d'eux-mêmes font quelque chose de qualité. Rust va arriver dans Chromium, ce qui va changer radicalement toute la face de tout le domaine de la recherche d'exploits dans le navigateur, et aussi potentiellement une partie des vulnérabilités, de la sécurité des applications web, parce que ça fait un autre langage. Certes, c'est un langage qui est connu pour sa sécurité, mais c'est la sécurité de sa mémoire. On va voir comment potentiellement ça fera beaucoup de changements dans les vulnérabilités des applications elles-mêmes. Baisse des enquêtes de ransomware en France. On sait qu'il y a quand même beaucoup moins d'activités de ransomware en 2022. Potentiellement, peut-être qu'il y a une plus grande part de ces activités qui ont donné suite à une enquête. Mais en tout cas, on voit qu'il y a moins d'enquêtes en 2022. Un petit peu moins, c'est pas énorme. C'est de mémoire, c'est 400 enquêtes pour 421 l'année dernière. C'est comme ça. Drama autour de l'application Streama, qui est une application de messagerie sécurisée, qui potentiellement aurait utilisé des résultats trouvés par un chercheur, par un master qui a fait sa recherche, sa thèse de master dessus, et potentiellement ils ont utilisé ces résultats pour faire leur mise à jour, et après ils ont dit bah non, c'est pas vrai, c'est une vieille version que vous avez, sur laquelle vous avez trouvé des vulnérabilités. Évidemment c'est une vieille version parce qu'il y a eu cette requête. Enfin, je dis évidemment, mais potentiellement. Une entreprise de spyware israélienne vendue au Bangladesh. On pourrait parler des implications en termes d'espionnage et en termes de géopolitique. C'est quelque chose de très important. Il y a un écosystème de start-up et d'entreprises israéliennes qui est très tourné vers la cybersécurité et qui est très à la pointe de tout ça. Et le Bangladesh, qui est un pays potentiellement dans une zone assez tendue entre à proximité du Pakistan, de l'Inde, de la Chine, donc potentiellement beaucoup de jeux de pouvoir dans cette région du monde. Malte a décidé d'arrêter un projet de caméra de surveillance Huawei. Huawei, qui est une entreprise chinoise, qui est accusée par l'Occident de lien avec le gouvernement chinois. Dans tous les cas, Huawei a une certaine vision de la protection des données personnelles. Et Huawei est très bon en objets connectés, en caméras connectées. Moi, quand j'avais eu affaire à eux, ils étaient très fiers de leur infrastructure de caméras connectées, alors que nous, occidentaux, ça nous donnait tous un peu froid dans le dos. Voilà. Twitter a nié la fuite de données, c'est pas trop une grosse nouvelle parce qu'on s'y attendait. Une amende de 5 millions d'euros de la CNIL à l'encontre de TikTok. Cette amende concerne uniquement le site web de TikTok, qui ne permet pas de refuser les cookies. C'est quelque chose de très spécifique, et en fait pas très important, donc c'est pour ça que cette amende est toute petite. On attend le jour où la CNIL se penche sur l'application TikTok. Une exécution de code dans les JWT, on vient de voir. Les JWT, c'est quelque chose de très répandu, ça permet de faire de l'authentification dans les applications web. C'est comme les cookies, mais en plus moderne. S'il y a une exécution de code, c'est absolument super critique. On a lu l'article tout à l'heure. En réalité, il faut être capable d'écrire sur le serveur qui contient les secrets utilisés par le serveur qui vérifie les JWT. Donc c'est un prérequis qui est très important. Dans la nature, je pense que, honnêtement, ça ne concerne pas beaucoup d'applications. Je pense que c'est très très rare, très très spécifique. Patch Tuesday de Microsoft, 11 vulnérabilités critiques, une vulnérabilité déjà exploitée. Gros Patch Tuesday, mettez vos systèmes à jour, que ce soit du Microsoft, du Cisco, du Adobe, tout ça. Une vulnérabilité de Webpanel qui est une interface d'administration des sites web. Tout ça, c'est
activement exploité, donc ça veut dire si vous utilisez webpanel, faites votre mise à jour, et puis même comme c'est exploité, potentiellement vérifiez que vous n'avez pas des fichiers malveillants sur votre serveur. Des vulnérabilités dans les automates Siemens, dans les routeurs Cisco, des packages NPM malveillants. Les packages NPM malveillants, c'est relativement nouveau, mais ça devient très très courant. Potentiellement aussi, on est seulement maintenant en train de se rendre compte de tout ce qu'il existe en termes de packages malveillants. Et enfin, une fuite de données, la fuite de l'application SweepWizard, qui est l'application de RAID de la police US, qui utilise ça pour se synchroniser entre les différentes instances policières, étatiques, de la c'est-à-dire de l'État, du gouvernement fédéral et de la circonscription, etc. C'est qu'il y a plusieurs instances aux États-Unis, tout ça est un beau bazar. Voilà pour cette matinale, je sais pas s'il reste encore du monde. Ouais, simplement. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Vous avez vu mon magnifique setup, ce qui me permet de streamer debout. J'espère que c'est plus agréable. J'espère aussi, pour les petites nouvelles sur la chaîne, j'espère que cette matinale, on va essayer de la faire de plus en plus vocale et que potentiellement on pourra en faire un podcast à terme. Parce que si ça peut aider des gens à faire leur veille en cybersécurité, bah tant mieux. Pourquoi pas aussi à streamer sur Twitter, on va étudier ça. Moi je vais essayer de réparer mes bots pour Twitch. Voilà. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Sur YouTube, je vous souhaite une très belle semaine. Et sur Twitch, on va aller faire un petit raid. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui stream en ce moment. Voilà, bonne journée à tous. Ah, question. Quels sont les rendez-vous cette semaine? Alors, lundi matin stream. Je vais essayer dans le futur de faire le mercredi du stream de Hack the Box ou d'autres choses, potentiellement du design graphique ou d'autres choses. J'étais en train de ranger le linge, bah aucun souci. Salut petit croc, d'ailleurs, je sais pas si c'est la première fois que je te vois dans le chat. Et oui, bienvenue à toi. Merci Co, bonne journée à toi. Donc pour répondre à la question d'Izerk, les rendez-vous chaque semaine, lundi matin, stream matinal. J'essaie de faire d'un foulée un TikTok. Et puis après, on va essayer de faire, mettons, un mercredi sur deux, un petit stream. Je me mets même pas trop la pression encore là-dessus. Voilà. On va voir ce que ça donne, on va voir si j'arrive déjà à tenir tout ça et à faire des vidéos en parallèle, et en même temps à faire suffisamment de missions pour pouvoir vivre et manger. Voilà. Merci, bonne découverte en tout cas. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, j'espère que cela vous est utile. Voilà, je rends l'antenne. Bonne journée à tous. Bonne journée. Ça fait pas mal pour un début de 2022, ouais. 2023. Oh là. Bonne journée à tous. Bonne journée à YouTube et puis Twitch. On va regarder si si on a un petit raid qui peut se faire. On a Cabri DIY, David Dufresne, Woody Lutry. C'est que j'ai noté.